Il faut se tenir au courant de ce qui se passe en France et de cette situation-là qui est vraiment choquante. Les droits de l'homme sont juste pas respectés, au fait. Alors ici à Norenfont, on connaît le passage des migrants depuis les années 90 avec la guerre du Kosovo. En fait, Norenfont est situé à proximité de la dernière aire de service avant Calais. Et donc avant le passage en Angleterre, les camions s'arrêtent ici pour refaire le plein ou pour se reposer. Et durant la nuit, les migrants profitent du passage de ces camions pour monter dedans et aller en Angleterre s'ils ne sont pas arrêtés à Calais ou par la suite. Alors l'association a été créée en 2008. Ça a commencé par des gens comme Papa Claude ou Monique Pouille, Maman Monique, qui ont découvert à côté de chez eux des étrangers qui vivaient dans les fossés, qui vivaient dans les petits bosquets qui sont des réserves de chasse, enfin des choses comme ça. Ces gens sont venus en aide à ces autres personnes. D'abord en amenant de l'eau, en récupérant des couvertures à droite à gauche. Il y a eu des moments donnés, on a accueilli une cinquantaine, 60 personnes, et puis il y a des moments donnés, on a accueilli personne, parce qu'il y avait soit d'autres conditions, ou soit il y avait moins de migration qui se faisait. Un collectif s'est créé autour au début de l'abbé Michel, autour de Lily, de Jérémy. En 2008, quand on est arrivé en fonction, on a choisi d'appuyer l'association dans cet accueil. Ce collectif a décidé d'être en association suite à une série de destructions, et notamment une qui a été vraiment très symbolique parce que c'était quelques jours avant Noël 2007. Donc Marc Benoît, j'ai 38 ans, je suis maire de Norenfont depuis 2008 et je suis économiste. Donc je m'appelle Lily Boilet, j'ai 32 ans et je suis actuellement animatrice coordinatrice et chargée de mission pour le planning familial de Lens. Donc Cindy, 27 ans, assistante sociale. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 65 ans, je suis retraitée, j'étais notamment enseignante et j'ai fait enseignante mais en Afrique. Si je compte bien, j'en ai 46. Je suis sans emploi. Je suis non salarié parce que des emplois j'en ai, mais je ne suis pas salarié, quoi. Je m'appelle Gaëtan Blard, j'ai 29 ans et je suis infirmier. Je suis Marc Suarez, j'ai 42 ans et j'ai été intermittent du spectacle et maintenant je construis des chalets. Je m'appelle Nansuelle, j'ai 36 ans. Officiellement, je suis une mère au foyer de moins de 50 ans. Je suis active au sein de l'association Terre d'Errance. Ça a commencé par une rencontre, au fait, d'abord dans l'été 2007. Je faisais bêtement mes courses et à la sortie d'un supermarché, au fait, j'ai rencontré un groupe visiblement d'étrangers. Ils avaient des gros sacs, ils avaient l'air un peu perdus. Je leur ai demandé s'ils cherchaient quelque chose. J'ai compris qu'ils ne comprenaient pas le français. On a baragouiné en anglais. Je leur ai proposé de les amener où ils allaient. Et je les ai amenés à l'orée d'un champ, dans une petite route de genre de tracteur, quoi, enfin un petit chemin de campagne. Et ça m'a fait me poser pas mal de questions. Je comprenais pas bien pourquoi ils voulaient pas... visiblement, ils dormaient là, etc. Je comprenais pas bien pourquoi ils voulaient pas venir dormir chez moi, prendre une douche, etc. Et du coup, je me suis posé quelques questions.
Bien, c'est assez simple. Je connaissais l'action, je connaissais la jungle avant, et quand il y a eu le projet de construire en dur quelque chose de village, ma mère est venue me dire faudrait que il y a ça qui démarre, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de moi, et puis moi j'ai des compétences et du matériel. Alors en fait c'est en lien avec mon travail. C'était en septembre 2009 en fait où j'ai commencé à travailler avec les mineurs isolés qui venaient de la jungle de Calais, qui avait été détruite en fait en septembre 2009. Donc on les encadrait et ça m'intéressait en fait. Ensuite je suis passée dans un service où il y avait un peu de 5 personnes demandeurs d'asile et j'ai eu envie d'en faire plus en fait. Donc j'ai cherché une association à côté de chez moi et j'ai trouvé Terre d'Errance. Ma fille m'a proposé de donner des cours parce qu'il y avait des migrants qui étaient installés par ici dans des centres, etc. et puis qui étaient en manque de cours justement. Donc voilà, j'ai du temps libre, j'ai accepté. Voilà, et puis j'aime ça. Un jour en sortant de mon boulot et en rentrant chez moi, j'ai croisé, j'ai vu des gens sur le bord de la route et j'ai essayé de comprendre un peu qui ils étaient, d'où ils venaient. Je les ai suivis et en fait j'ai découvert qu'il y avait un camp pas très loin de chez moi, sachant que j'avais déjà fait un stage à Sangatte, donc quelques années plus tôt. Et du coup j'ai vite fait le lien cause à effet et puis j'ai rapidement compris ce que c'était, j'ai pris des contacts, j'ai cherché s'il y avait une asso, un collectif, quelque chose. J'ai trouvé et en téléphonant, on m'a plutôt accueilli à bras ouverts en me disant qu'ils pouvaient effectivement avoir besoin de moi. Ils sont venus présenter l'association Terre d'Errance, qu'est-ce qu'ils faisaient lors du repère. Et je leur ai dit, écoutez, c'était jeudi et le vendredi il y avait les douches. Et je dis vendredi, je viens vous donner un coup de main pour les douches. En juillet 2007, je reviens d'un voyage à l'étranger, donc je me tiens au courant en lisant un journal local et j'y découvre un article qui parle de l'abbé Michel Delannoy qui se déplaçait justement jusqu'au camp de migrants et qui expliquait ce qu'il y avait trouvé, ce qu'il y faisait avec d'autres bénévoles. Et donc à ce moment-là, je lui propose mon aide puisque j'étais au chômage à l'époque et je parlais anglais. Donc je lui dis que voilà, je parlais anglais et que j'étais disponible s'il avait besoin. On peut dire que c'est Eric, collègue, qui a démarré, fait les plans, adapté les plans de Médecins du Monde. Et après, je suis venu apporter des idées. Alors, comme je suis infirmier, j'essaye d'aider ceux qui sont malades, en trouvant des médecins, les accompagnant chez le dentiste ou à l'hôpital, en faisant un petit peu de bobologie, des petits pansements, des choses comme ça. Parce qu'on est aidé par d'autres associations comme le Secours Populaire de Lillers par exemple, qui nous donnent de la nourriture tous les lundis que je vais chercher, que je trie par date, par absence ou pas de porc, etc. et que j'amène au camp. Je les conduisais aux douches notamment, et puis j'ai paré de temps en temps à l'urgence quand il y a eu des urgences médicales très tard le soir. Et puis venir consulter Internet aussi chez moi pour qu'ils puissent rester en contact quand même avec la réalité en fait. Je regarde régulièrement, plusieurs fois par semaine, la boîte mail de l'association et j'y réponds. En ayant une meilleure compréhension de la question, j'ai commencé moi à me déplacer sur les différents camps, Calais, Dunkerque, Saint-Omer, Angres, Steenvoorde, et puis aller à Paris aussi, puisque à Paris j'ai découvert des gens qui s'y connaissaient réellement en droit des étrangers et en questions migratoires, donc aller régulièrement avec eux pour apprendre et comprendre que cette question n'était pas du tout locale. Ça se passait pas à Nord-en-Fonte, ça se passait pas spécialement que dans le Nord-Pas-de-Calais, mais c'était bien au moins européen, si ce n'est international. Je fais essentiellement ces cours, je donne ces cours, mais je m'adapte d'abord à leurs demandes, d'abord et avant tout. J'essaie de avec les cours que je leur donne, ce ne sont pas des cours officiels. Ce sont des cours qui peuvent les aider dans leur démarche, qui peuvent les aider à communiquer, à parler avec les gens, à s'orienter, à chercher des renseignements. Je suis
Assis. Assis. Dans mon. Dans mon. Mon, oui. Dans mon. Futur. On vient de voir le mot tout à l'heure. Comment on le prononce? Fauteuil. 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 Oui. Et je suis la tour de L'eau. le Tour de France à la télé. Je fais un peu de tout quand même. Parfois je fais des lessives, mais assez rarement. Après j'essaye d'aller sur le camp, en sachant que là j'y vais un peu moins quand même, mais pour essayer de présenter l'asile en France, faire des réunions, des meetings, enfin, des petits points où on dit, on se présente nous et l'association, en fait pourquoi on est là, pour les aider, ce qu'on peut essayer de leur apporter. Et après ma spécialité, ma partie, c'est ce qui concerne l'administratif en fait avec les demandeurs d'asile et les réfugiés. La sécurité sociale qui, alors je ne vais pas faire une généralité, mais j'ai pu constater qu'à plusieurs reprises ils ont perdu des dossiers de demandeurs d'asile ou réfugiés donc que j'avais envoyés. Donc dossiers qui, en insistant énormément, réapparaissaient comme par magie. Mais la plupart du temps, quand on dit le mot demandeur d'asile ou réfugié, en fait les institutions ne connaissent pas. Donc soit ils connaissent mais ils sont pas au courant des changements des lois, donc ils sont encore sur d'autres lois et c'est plus actuel donc ça ne va plus. Donc ils nous refusent des droits pour des personnes, ou soit ils connaissent pas du tout et là il faut tout expliquer. À partir du moment où je transporte personne vers l'Angleterre, je risque rien. En tout cas je mets au défi n'importe quel préfet ou chef de brigade ou procureur ou autre que ça passe devant un tribunal. Je ne fais que effectivement créer les conditions pour que d'autres êtres humains puissent prendre une douche, puissent cuisiner pour eux-mêmes, changer leurs vêtements, tout ça. Donc je pense, ou alors le jour où en France on condamnera les gens pour ça, c'est qu'on aura la population française, pas spécialement les migrants ou les bénévoles, mais la population française aura bien d'autres inquiétudes que ce qui se passe pour les bénévoles qui vont aider des étrangers. Non, je pense qu'à l'heure actuelle en France, on ne peut pas condamner les gens pour ça. Peur, oui, parce que le fil, enfin, la limite, elle est floue. Entre j'aide, mais j'aide à bon escient ou pas, enfin, on sait jamais trop si on est dans le bon ou le mauvais, mais en même temps, on essaye d'aider avec humilité. Même si je risque quelque chose, ma foi. Enfin, je veux dire que j'ai vécu et eux, ils ont besoin de vivre, c'est tout. Hein. Ça a été aussi pendant l'État Sarkozy, hein, aussi, pendant cette période-là. Hein. Ce type a fait beaucoup de tort dans les pensées populaires, quoi. Puisque l'espèce de tabou, il faudrait que ce soit un tabou, le fait que, étant donné que c'est un transit illégal, donc il y a une activité illégale qui est sous couvert de ça, et les autorités, dans les médias, essayent toujours de faire passer cette question-là comme un exclusif problème de trafic d'êtres humains, ce qui est totalement faux. You could have become my friend, but I would only disappoint you, so let's bring this to an end. La plus grosse difficulté qu'on a connue ces dernières années, j'espère qu'on ne la connaîtra plus, c'est vis-à-vis de l'État, où on a eu face à nous et contre nous un préfet qui a pris des moyens pour essayer de nous forcer à démanteler les camps. Ça a donné lieu à une assez grande mobilisation, alors de notre association, mais aussi de toutes les autres associations de la région et hors région aussi. En janvier 2012, quand à 8h du matin, le sous-préfet m'appelle en disant « je suis sur place pour démonter le campement », c'est de la forte colère. Le camp a été détruit par les services préfectoraux le 29, il me semble le 29 ou le 30 janvier 2012. Cette colère a été renforcée aussi par le fait qu'on apprend que c'est illégal. Enfin, la procédure le préfet a mis en place est une procédure illégale. Il aurait dû demander à un juge de prendre la décision de la destruction, ce qu'il n'a pas fait. Donc à la suite du démantèlement, on reçoit un courrier du préfet qui nous dit voilà, le démantèlement a coûté plus de 21 000 €. Et c'est à la commune de payer, donc je vous demande d'inscrire dans le budget cette somme.
Mais comme voilà, il y avait eu un vice de procédure qui a été relevé par l'avocat de la mairie. Et le nouveau préfet nous a renvoyé un courrier en disant « Mais vous n'avez pas compris, ce n'était qu'une information qu'on vous donnait, ça a coûté 21 000 €, mais en aucun cas c'est à la commune de payer ». À la suite donc, du démantèlement, s'est posé la question de comment on allait continuer à héberger les migrants qui étaient dans une salle. On savait que c'était un hébergement provisoire. Et avec Médecins du Monde, l'association Terre d'Errance, on a décidé de mettre en place des chalets. L'association des élus hospitaliers, financée par la région Nord-Pas-de-Calais, a financé au fait la reconstruction du camp. Donc il y a des bénévoles qui ont décidé de prendre en charge la construction de chalets. Donc des chalets en bois, des prototypes assez simples, qui sont tout de même isolés, qui permettent un meilleur confort que d'être à même le sol et sous des tentes, même si ça reste précaire. Et donc aujourd'hui, il y a 4 chalets qui ont été construits et qui ont même été inaugurés en grande pompe et qui aujourd'hui accueillent les migrants. Il fait frais à l'intérieur. S'il fait frais à l'intérieur, je pense que cet hiver, il fera avec un petit chauffage d'appoint, genre feu à pétrole, ça devrait aller. Ça prend forme, mais ça reste du temporaire et ça reste de l'ordre d'un bidonville amélioré. En 5 ans, j'ai vu presque 2500, a priori peut-être 2500 à 3000 personnes passer. Qu'il y en ait plus, qu'il y en ait moins. On va donner de l'argent alors qu'on a besoin de notre argent. Ils vont nous prendre notre emploi, alors, ce qui n'est pas dans le contexte des migrants qui sont de passage, c'est pas le cas ici. Imaginez, on vous mettrait tout seul en Chine et tu dois te débrouiller pour survivre. Et je pense qu'on serait bien content d'avoir des personnes déjà en tant que bénévoles qui viennent aider et d'avoir un minimum d'aide de l'État, quoi. Je suis déjà persuadée que le métissage globalement, c'est une richesse. Pourquoi tu aides ces bambous-là? Je ne me mets pas en colère parce que ça sert à rien. Mais j'essaie d'expliquer que, par exemple, dernièrement, quand Sarkozy décide de faire la guerre à Kadhafi, c'est des milliers de migrants qui vont fuir la Libye et arriver dans les fossés de Nord-Enfant. On peut bien remarquer qu'on a reçu une richesse énorme de tous les étrangers qui ont été accueillis, peu ou prou, bien ou mal, mais notre patrimoine est plein de noms d'étrangers qui nous ont donné, qui ont fait des choses, qui ont créé, qui ont été des artistes, de toutes sortes, y compris même des hommes politiques. C'est pas si vieux que ça. Je leur dis que les gens en France, en général, ils sont déjà aidés, qu'il y a déjà des structures, des choses qui font et qu'en fait, on est tous... à mon sens, les êtres humains, on est tous au même niveau, au même stade. Donc qu'on soit français ou étranger, c'est la même chose. On est en France et donc on se doit d'aider n'importe qui. Je leur explique ce que font ces personnes, pourquoi elles sont là. Que c'est pas forcément de gaieté de cœur qu'elles sont ici. Je pense que les gens se trompent, c'est pas l'endroit temporaire qui prévaut, c'est la destination finale, si je puis dire, qui est l'Angleterre, et donc qui est pas si finale que ça, puisque les gens que moi je rencontre quand je vais en Angleterre, la première chose qu'ils me disent c'est next steps is Canada or USA. Il faut comprendre la migration. La migration, c'est pas du tourisme. C'est pas non plus un déplacement de travail et on revient, c'est-à-dire se faire un peu d'argent, 6 mois, revenir et tout. Cette migration-là, parce qu'elle est sans retour, pour 2 raisons. Elle est sans retour parce que les gens viennent de pays en guerre ou de dictatures horribles ou des situations économiques dramatiques qui sont généralement conjointes avec des dictatures horribles. Donc ces gens-là n'entrevoient pas de revenir avant 10, 15, 20 ans. Ils voudraient, c'est probablement leur vœu le plus cher, mais pour l'instant c'est absolument pas envisageable. Ils se déplacent sur le parking de l'aire de repos de l'autoroute A26, donc le parking de Saint-Hilaire-Côte, l'aire de Saint-Hilaire-Côte. Et ils jouent au chat et à la souris avec les gendarmes qui sont censés les en empêcher. Et puis ils se glissent dans des camions pour lesquels quelqu'un, pour eux, ouvre la porte, leur fait la courte échelle et referme la porte derrière eux. Et donc ceux-là sont poursuivis comme étant des passeurs.
Et pour ceux qui ont de la chance, arrivent au contrôle de Calais et passent les contrôles et arrivent en Angleterre. Écoutez, moi je les vois comme des personnes en souffrance, voilà, des êtres humains qui sont comme moi, rigoureusement comme moi, et qui sont en souffrance, qui sont en recherche d'un meilleur, comme tout un chacun. Moi, je suis déjà une personne relativement âgée, j'ai des enfants de l'âge des migrants, et voire même plus âgés, et je me dis que ça pourrait être mes enfants qui seraient jetés sur les routes à cause d'un tyran, à cause de la misère, à cause d'une guerre, à cause de n'importe quoi. Et donc, pourquoi est-ce que je peux les aider dans la mesure de mes moyens, si petits, si faibles soient-ils. Voilà, c'est ça qui m'inspire. Et puis je les admire parce qu'ils ont du cran, ils ont énormément de courage. Il y en a qui sont en route depuis plusieurs années et qui n'ont toujours pas touché le port puisqu'ils n'ont toujours pas leurs papiers, que tout n'est pas encore réglé. Donc moi, j'éprouve un immense respect pour tous ces gens et une souffrance terrible quand j'apprends qu'ils meurent en mer ou qu'ils sont battus ou maltraités. Et je trouve que c'est un non-respect de la personne humaine qui peut être soi-même. Voilà. Son campus universitaire en Angleterre, qui était dans la voie, qui était lancé, et quelqu'un qui dit merci parce que sans vous, j'en serais peut-être pas là. Merci beaucoup. Voilà, ça effectivement, ça te motive quoi. Il y a des merci quand les personnes nous appellent d'Angleterre ou envoient un mail juste pour dire merci en fait, même si au fur et à mesure, quand sur des longs termes on va dire, le contact se perd plus ou moins parce que les personnes vivent leur vie, voilà, ce qui est normal. Mais quand je reçois un appel ou un message disant merci pour l'aide apportée, pas seulement moi, les autres personnes, ça fait toujours plaisir. Tous les gens qui se retrouvent à Terre d'Errance, ils sont extrêmement humains, ils ont envie de donner et c'est ça aussi qui fait la beauté de cet assaut. Acharné aussi, parce que dans les conditions dans lesquelles on intervient, où on est intervenu parfois, il faut être acharné. Et beaucoup de générosité. Et il faut savoir, après ça c'est pas moi, mais je pense que ça vient aussi savoir donner, c'est tout un tout en fait. Le respect des personnes, le respect des droits humains, voilà. L'indignation qui a toujours été à la base de leur mobilisation. Quand en plein hiver, le camp est démonté en 2008, je pense que c'est ça qui a fortement mobilisé, rempli des salles. C'est une aide à ceux qui passent, aux gens qui passent. C'est aider les gens qui passent. On ne se pose pas de questions de la détresse, de la pertinence et des lois et on vient en aide, on vient en secours. Parce que ce qu'on fait là, c'est aussi notre travail de citoyen en fait. On s'est arrêté à un moment donné devant quelque chose qui nous choquait, devant une situation qui nous choquait. Et on s'est rassemblés, soit une association ou pas, mais là c'est une association, mais on s'est rassemblés pour essayer de changer cette situation et de la changer d'une manière politique. C'était en octobre 2008, c'est qu'en pleine nuit on m'appelle pour m'annoncer le décès d'un non-enfantois, d'un citoyen qui se noie, et je dois annoncer aux enfants le décès, et on m'apprend dans la nuit qu'il s'est noyé pour aller sauver 2 migrants dans le canal. Donc c'est quelque chose d'assez dur, mais assez extraordinaire tout de même qu'un citoyen lambda qui certainement, on pouvait penser tout de lui, mais qui se jette à l'eau et qui se noie pour aller sauver 2 migrants. Et c'est 2 conjonctions de faits. Alors ça s'est pas passé ici sur la commune, ça s'est passé sur Saint-Omer. Et ça c'est certainement quelque chose qui me marquera à vie.